Hello, moi c'est Priscilla, alias Lady Web. J'accompagne depuis 2018 les marques de la filière équine dans leur marketing et le référencement naturel de leur site. Bienvenue dans le club, le podcast dédié au marketing équestre. Tu vas y trouver des méthodes, des stratégies et des actions faciles et rapides à mettre en place, que ce soit au niveau marketing ou purement SEO. Au programme, des sessions solo où je te partage mes meilleurs conseils, mais aussi des interviews exclusives d'entrepreneurs de la filière équine et d'experts reconnus du secteur. Parce que la filière équine est unique, ce podcast est là pour t'aider à adapter les stratégies marketing à ce secteur si particulier et si diversifié. Prêt à donner de l'impulsion à ton entreprise ? C'est parti, piste à main gauche. Hello Amandine, trop contente de te recevoir sur le podcast. Hello Priscilla, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis vraiment ravie d'être là. Bah écoute, je suis trop contente. Je pense que on va partager des choses qui vont beaucoup inspirer les gens qui vont nous écouter parce qu'on va vraiment parler aujourd'hui plus que de marketing, on va vraiment parler de business, d'entrepreneuriat et aussi de mindset. Et c'est une partie qui est pas toujours abordée et qui est parfois un peu mise de côté par les gens qui travaillent parce qu'on est la tête dans le guidon. Donc du coup, je pense que ça va être super intéressant. Premièrement, donc toi, c'est Amandine de Développement Durable Équestre, DDE. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler de DDE? Oui, avec grand plaisir. Eh bien, j'ai lancé Développement durable équestre au départ vraiment pour arrêter la souffrance dans la filière équine, mais que ce soit pour les chevaux, mais surtout pour les humains qui vivent avec eux. Parce que aller voir des professionnels et leur dire qu'ils font pas les choses correctement, bah, c'est une chose, mais la difficulté, c'est que quand ils mangent des pâtes à la fin du mois, j'étais pas très à l'aise avec cette idée-là de dire, bah, tu tapes juste sur les gens pour leur dire de faire mieux, quoi. Donc en fait, quand j'ai mis ensemble et ma raison d'être, qui est vraiment la partie du cheval, enfin mes zones de génie qui sont les chevaux, mais aussi également tout ce qui est la création et le développement d'activités. J'adore ça, je fais ça depuis toute petite. Je sais pas si je crois qu'on en avait parlé, mais je jouais au jeu Zoo Tycoon. Ah oui, d'accord, effectivement, ouais. Je faisais Pareil. je faisais ça déjà quand j'étais gosse, donc j'adorais, tu vois, ce côté-là de créer, développer quelque chose. Puis avec mon parcours dans l'entrepreneuriat et autres, dans tout l'entraînement de mes chevaux et tout, donc en mêlant cette zone de génie-là avec le cheval, en me rendant compte de ce qui se passait sur le terrain, c'est pour ça que j'ai voulu mettre en place des DE. Donc l'idée, c'était vraiment, enfin, c'est toujours d'ailleurs d'accompagner les pros et futurs pros de la filière équine qui veulent développer une entreprise rentable, surtout dans laquelle ils s'épanouissent. Parce qu'il y a des vrais sujets aujourd'hui de t'es dans le cheval, tu crois que tu vas rentrer quelque part parce que t'es dans le cheval, tu vas aimer, mais en réalité, la plupart du temps, c'est que tu vas commencer à faire des missions qui t'intéressent de moins en moins, etc. Commencer à faire des choses que tu t'obliges de faire, qui font pas sens, et donc tu finis par avoir une entreprise qui fait plus sens, même si tu bosses dans les chevaux, qui est censé être ton milieu de cœur, quoi. Ouais, carrément, effectivement. Et justement, bah, c'est vraiment le cœur du sujet aujourd'hui. On va parler donc business d'une manière générale, mais aussi se concentrer sur l'entrepreneur, le porteur de projet. Tu parles souvent, tu fais pas mal de webinaires et tu en parles souvent sur tes réseaux d'une méthode qui est basée sur 5 piliers pour réussir son entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces 5 piliers? Oui, alors, ces 5 piliers-là, en gros, je les ai créés de plusieurs manières. C'est-à-dire que premièrement, ça vient de mon expérience entrepreneuriale passée, qui a été un échec et qui m'a permis d'éviter que les gens fassent les mêmes erreurs que moi. Et puis aussi parce que j'ai fait un mémoire avant de créer DDE sur comment est-ce que les centres équestres peuvent s'adapter à l'évolution de la société et où je me suis rendu compte en allant interviewer en fait plusieurs dirigeants de structures équestres qu'il y avait des piliers qui revenaient pour les entrepreneurs qui étaient épanouis et à l'inverse ceux pour qui ça ne fonctionnait pas, n'avaient pas mis en place ces piliers-là. Donc c'est pour cette raison que j'ai créé ces 5 piliers. Le premier, c'est vraiment toute la partie de la raison d'être, des valeurs, de où est-ce qu'on veut aller. C'est un peu la vision aussi qu'on appelle. Donc c'est quoi ta vision personnelle? Parce que je dis toujours qu'une entreprise, elle doit travailler pour toi et non l'inverse. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Le deuxième sujet, ça va être tout ce qui est le marché. Comprendre en fait où est-ce qu'on évolue, comprendre ton client cible, comprendre qui il est, qu'est-ce qu'il a besoin. Ça permet de vraiment vendre beaucoup plus facilement et de te différencier aussi.
Le troisième point, ça va être effectivement d'avoir une offre irrésistible. Donc, c'est quoi, en fait, que tu packages et qui te permet de créer de la transformation chez les gens que tu vas aider. Parce que tout simplement, faire des cours les, 1 heure après 1 heure ou faire Mmh. un massage après un massage, franchement, ça n'a pas de sens. Enfin, personne fait son métier juste pour ça. Nous, ce qu'on veut créer, et on peut voir, mais c'est pour tout le monde pareil, je pense, nous, ce qu'on veut créer, c'est de la transformation dans la vie des gens, de la transformation dans la vie des chevaux qu'on va voir. Et ça, c'est impossible de le faire en une seule séance. Ouais. Donc l'idée, c'est un peu de packager toute la compétence, toute la connaissance que les gens ont pour aider justement à faire de plus grandes transformations que ce qu'on pourra avoir une séance après une autre. Ça, c'est le troisième pilier. Le quatrième, ça va être toute la partie financière, les chiffres que les gens adorent, mais qui est non moins essentielle parce que c'est ce qui fait que est-ce qu'une entreprise, elle va être rentable, viable. Mais ce qu'il y a de génial aussi avec ce pilier-là, c'est que j'aime bien dire, c'est comme, tu sais, quand tu vas à l'écurie, où tu vas voir ton cheval, à chaque fois, tu regardes, on le fait assez instinctivement, mais ses oreilles, comment il se comporte, Ouais. est-ce qu'il est en train de manger, est-ce qu'il se repose. Tout ça, ça nous donne juste des indicateurs qui nous permettent de savoir comment il va. Pour ton entreprise, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fonction de l'état de forme que tu veux qu'elle ait, bah, tu vas relever des indicateurs qui sont financiers, mais tu peux en avoir d'autres, qui vont te permettre de savoir bah, comment elle va. C'est quand même vachement rassurant parce qu'il faut être sincère, l'entrepreneuriat, parfois, c'est un peu stressant. Ouais. C'est Euh, sûr. donc avoir des chiffres justement ou avoir des indicateurs qui permettent de savoir à minima tous les mois comment va ton entreprise, c'est vachement rassurant. Et puis le dernier point, c'est tout ce qui va être lié à la communication, à la vente. C'est comment faire rayonner ce que tu fais, ce que tu proposes et comment faire en sorte de toucher les bonnes personnes, mais peut-être aussi d'avoir une onde de choc qui est encore plus grande. Ouais. Parce que souvent, il y a ce message-là du cœur, en fait, qui est relié à la raison d'être, du coup, qui est relié au premier pilier, qu'on veut faire rayonner dans notre cercle, dans les personnes qu'on accompagne, mais aussi plus loin. Et comment est-ce qu'on fait pour justement faire rayonner cette voix-là? Ouais, trop intéressant. Et du coup, ils arrivent un peu dans cet ordre que tu nous as indiqué ou finalement on les travaille tous un peu en même temps? Est-ce qu'il y a une chronologie dans ces piliers-là? Oui, j'aime bien que les personnes, elles puissent vraiment travailler les piliers les uns après les autres. Si je les ai mis comme ça, c'est pas pour rien, c'est parce que je les ai testés et tout ça aussi. Hmm. J'ai fait pas mal de, tu sais, de bêta-tests, en fait, de premiers Ouais, produits que j'ai lancés, et cetera, avant et où j'ai testé dans plusieurs sens. Et c'est vraiment dans ce sens-là parce qu'en fait, chaque pilier va venir compléter l'autre et va venir amener une pierre supplémentaire. ouais, Parfois, on peut faire un peu des allers-retours parce que, par exemple, quand tu vas créer ton offre, tu te rends compte que les clients, ils t'ont dit le marché, il t'a dit un peu ça, mais en fait, tu as besoin d'adapter et autres. Puis finalement, tu testes quelque chose, dans ton offre, mais ça fait pas sens finalement avec ta raison d'être, avec qui tu es, donc tu vas un peu l'améliorer. Mais en tout cas, tu as besoin de chaque pilier, avant pour pouvoir définir le suivant. ouais, ok. Et ça s'adresse à tout type de structure dans la filière équine, que ce soit de la prestation de services, ça peut être de la vente de produits. C'est vraiment ces 5 piliers qu'il faut mettre vraiment en place pour tout type d'entreprise. Oui, là aujourd'hui, on a autant des structures équestres que des prestataires de services, que de la vente de produits aussi. Alors on en a beaucoup moins, mais on en a quand même quelques-uns. Dont je pense à Émilie de Mutémoi, je pense aussi à Vanessa de Wakaora. Ces personnes-là, ils ont appliqué ces piliers et ils sont essentiels, enfin, pour avoir du sens et pouvoir avancer. Si tu as pas ça en tant qu'entrepreneur, enfin, je pense que enfin, c'est pas possible. Tu peux pas avoir une entreprise rentable, quoi. Ouais, mais c'est super intéressant parce que finalement, ce que tu nous racontes là, c'est aussi finalement des piliers. Alors, c'est vrai que c'est intéressant parce que tu l'as vraiment mis dans une méthode, dans justement ces 5 piliers-là, mais ça reste, oui, c'est du bon sens marketing, mais j'ai envie de dire que peu d'entreprises font cet effort-là. Mais travailler sa vision, c'est hyper important. Avoir les KPI et travailler la finance, c'est hyper important. Tester son marché, travailler la vente, la com. Donc, c'est vrai que c'est des principes finalement quand même marketing ou business. Mais c'est vrai que dans la filière, et je pense beaucoup aux prestataires de services type les masseurs, les ostéos, ils se lancent là-dedans un peu genre ouais, moi c'est vraiment, je veux faire du bien aux chevaux, je veux faire des massages, mais ils se disent que ça va aller comme ça et je vais trouver des clients parce que bah, les gens ils ont besoin de faire masser leurs chevaux. Et c'est dommage parce que enfin, si c'était si simple, ça serait cool, mais c'est pas si simple quoi. Donc c'est vrai que même pour cela, il faut y penser à ça. Enfin, je vais pousser un peu le bouchon. Alors, enfin, pour moi, c'est même pas des piliers marketing, c'est des piliers de vie. Enfin, tu vois, parce qu'en fait, chaque D'accord. pilier, il est relié justement à ta raison d'être au départ. Hmm. En fait, il nourrit ça. Donc, en gros, Ouais. c'est comment est-ce que chaque chose que tu vas implémenter dans ton entreprise va te permettre de te faire rayonner.
Ouais, Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'à chaque fois, ça te fait bosser, notamment l'argent, ça nous fait bien bosser sur notre capacité à recevoir. ouais, c'est vrai. Le côté communication, c'est sur le côté de visibilité, de bien se sentir dans son corps, de s'accepter tel qu'on est. OK. Moi, le côté de vente, d'avoir peur de passer pour un marchand de tapis. Enfin, Ouais, donc, c'est hyper intéressant parce que tous ces piliers-là, en fait, viennent aussi nous faire travailler personnellement. Et ce que j'aime beaucoup dire, enfin, c'est que d'un côté, heureusement que ça fonctionne pas juste en mode, je fais une carte de visite et j'ai plein de clients. ouais. Parce que du coup, on serait tous pareils et tout ça et on perdrait tellement de belles choses. Moi, ce Mmh. travail-là, il est juste incroyable. Dès que tu travailles là sur chaque pilier et tout, c'est comment est-ce que tu peux mettre encore plus de toi, encore plus de ta patte, comment encore plus te différencier et tout. Et je trouve ça trop beau parce que ça permet de faire vraiment résonner aussi l'humain qui porte cette entreprise-là, quoi. Ouais et puis ça permet vraiment, de parce qu'on dit il y a de la concurrence, mais au final, ça permet de s'adresser, enfin chaque personne qui va faire, je sais pas, je reprends l'exemple du masseur, elle va s'adresser à certains types de propriétaires, mais peut-être qu'un autre, ça résonnera avec une autre quelqu'un d'autre. Donc, voilà, faut pas avoir peur aussi de montrer sa personnalité, je pense, aussi quand on communique. Mais du coup, là, on met en place ces 5 piliers, on travaille là-dessus. Déjà, est-ce qu'il faut le faire quand même, c'est un truc au long cours, on ne le fait pas une fois et après, hop, basta, c'est fini. Il faut le retravailler. Et est-ce que ça va marcher automatiquement après? Est-ce qu'il n'y a pas quand même un état d'esprit à avoir? Alors, ça, c'est les piliers de base. Mais après, ce que je me suis rendu compte, et s'il y en a qui font partie de la commu, ils vont connaître la phrase que je vais dire, c'est que si ce n'est pas noté dans l'agenda, ça n'existe pas. Je le dis aussi beaucoup. Donc, il y a pas le choix que de l'intégrer dans une espèce moi j'appelle ça le planning type. Donc effectivement, tu vas l'adapter, comme tu désires par rapport à ton rythme et cetera. Mais par contre, il y a des impondérables, c'est-à-dire que le lundi, là, tu vois, on était le 7, je sors de réunion avec mon équipe. Le lundi de chaque premier du mois, Ouais, c'est indispensable. Tu dois faire tes chiffres, tu dois faire le point, tu dois donner la direction et cetera. Là, en plus, on est sur un côté semestriel, donc c'est quand même oui, très important, milieu d'année, etc. Donc, oh my God, tu veux refaire ce travail-là très souvent, ouais, sinon tu le perds. ouais, Et franchement, enfin, les moments où j'ai eu des difficultés et où les personnes, elles ont des difficultés, c'est que souvent l'un des piliers est oublié. Donc ça veut dire que la personne, elle a pas mis toutes les casquettes de chef d'entreprise dans sa semaine. Donc les 3 casquettes principales, ça va être la gestion, tout ce qui est vision et cetera, raison d'être, organisation du temps, les objectifs. Heu, la casquette aussi qui va être liée à la communication et la vente. Comment est-ce que tu te fais connaître? Et puis la casquette de délivrabilité de ton produit, ton service. Celui-là, on est relax, on l'oublie jamais. ouais. En général, on l'oublie pas. Mais par contre, les 2 autres, on les oublie souvent et quand j'ai des personnes, en fait, pour qui ça fonctionne pas ou autre, c'est soit elles ont pas bien appliqué, soit effectivement, il y a aussi des challenges personnels, donc notamment en Mm. termes d'état d'esprit, qui empêchent d'appliquer correctement ou d'oser le mettre en place. Ouais. Et du coup, j'ai envie de creuser un peu cette notion d'état d'esprit parce que justement, on parle souvent de mindset, un petit peu de l'entrepreneur, etc. On sait qu'on a beaucoup de croyances, de blocages. J'aimerais bien, enfin, on parle de syndrome de l'imposteur, la peur de déranger, donc la peur de démarcher aussi, ça se voit beaucoup, la peur que tout soit pas parfait, la peur d'être rejeté. Euh, Est-ce que toi, il y a des clés pour travailler sur ça? Est-ce qu'on peut se débarrasser de ces croyances tout le temps? Est-ce qu'on peut se débarrasser de ces peurs? Alors, il y a un truc qu'il faut savoir déjà de base, c'est qu'on est des êtres faits de croyances. OK? C'est-à-dire que tout notre monde, comment il est construit, il est fait avec des croyances et 2 êtres humains qui sont nés avec les mêmes parents, au même moment et cetera, enfin, leurs croyances vont enfin, même s'ils voient les mêmes choses, même s'ils vivent exactement les mêmes événements, leurs croyances vont leur permettre de les voir d'une façon, différente. OK? Avec des lunettes. Moi, j'aime bien dire avec des lunettes. Hem donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va pas chercher à casser toutes les croyances. Parce qu'il y a des croyances qui vont être ressources à un instant T et qui vont être limitantes à un autre instant T. Donc, ce qu'on va avoir juste besoin, c'est d'aller creuser les croyances justement qui te bloquent à cet instant T-là. Parce que souvent, il y a quand même un petit package de croyances qui t'ont permis d'aller jusqu'à un certain niveau, mais qui aujourd'hui te bloquent pour aller chercher le suivant. Donc, mon job en tant que coach,
C'est d'aller chercher justement quelles sont les croyances qui vont limiter la personne. Et souvent, c'est la personne qui va me le dire elle-même. C'est pas à moi de dire cette croyance-là, il faut que tu la bouges. Si la personne, elle pense que c'est une ressource, elle la garde, tant mieux pour elle. D'accord. Mais Ouais. par contre, si elle me dit, écoute, Amandine, pour la rentabilité de mon activité, parce que j'ai envie de vivre correctement, etc., je veux mettre ce prix-là, mais j'y arrive pas, parce que j'ai trop peur, parce que je me sens pas légitime, etc. Là, à ce moment-là, on va aller creuser le sujet. Hmm. Ok. Et donc toi, ouais, tu as des techniques, des outils pour aller justement débloquer un petit peu ces croyances-là? Oui, alors du coup, ouais, je me suis formée pendant 2 ans auprès d'un coach et tout ça, David Laroche, donc qui a une belle école de coaching. C'était 2 ans intenses parce que tous les mois, il y avait 3 jours de formation et tout. Et effectivement, aujourd'hui, j'ai des outils qui me permettent justement de pouvoir identifier ces croyances-là et de pouvoir aller rechercher les racines et autres. Parce que souvent, les gens, ils vont faire juste un petit travail de prise de conscience. C'est bien de savoir d'où ça vient et autres, mais parfois, même quand tu sais d'où ça vient, tant que tu n'as pas fait un travail émotionnel, ça reste ancré là. Hem, Moi, j'aime beaucoup aller chercher, tu vois, sur des coachings spécifiques, en fait, la problématique, d'où est-ce qu'elle vient au départ. D'aller rééquilibrer un peu parce que souvent, on a l'impression qu'il y a plus de pertes que de gains dans ce qu'on a vécu dans le passé et c'est ce qui nous empêche, en fait, d'aller au step d'après. Donc de venir rééquilibrer cet événement-là, oser voir, quels sont les avantages aussi, parce que comme tout, événement, il y a des avantages et des inconvénients. Heu, Maintenant, il faut oser voir ce qu'on n'a pas osé voir parce que, par exemple, comme ça va être plus clair, mais exemple, tu as vécu une mauvaise séance avec ton cheval, il y a des personnes qui vont dire: «Ah ben oui, mais je suis nulle» et cetera. La réalité, c'est que cette séance-là, elle te permet de mieux apprendre, de te renseigner, d'aller voir, d'autres coachs qui vont peut-être t'aider à résoudre le problème avec ton cheval, de mieux connaître ton cheval, de mieux l'écouter et cetera, de passer des caps à vraiment un autre niveau de connaissance. Et à l'inverse, quand tu gagnes quelque chose, oui, tu es super content parce que, je sais pas, ton cheval, ça y est, tu as réussi à aller galoper en liberté ou autre. C'est génial, tu as vécu ça, mais tu perds aussi le côté d'être plus à l'écoute de ce que les gens vont te dire autour, de connaissances que tu pourras apprendre supplémentaires et cetera. Tu crois que ta Mhm. vérité, tu connais tout et que les autres, ils connaissent pas bien, enfin, donc Ouais, et donc c'est intéressant. Tu es en train presque de nous dire que les échecs ou les choses un peu négatives sont utiles. Ça me fait penser à quelqu'un qui aurait, par exemple, un mauvais retour d'un client. Ça peut arriver. Et souvent, on a tendance, enfin, par exemple, si vous prenez mon exemple, ça pourrait tout remettre en question. C'est-à-dire, c'est genre, waouh, ok, c'est bon, je suis nul, j'arrête, faut changer. Et ça peut vraiment challenger quelque chose. Mais du coup, ce que tu dis, c'est que il faut apprendre à trouver des leçons dans ces échecs-là. Et à contrario, que si on a par exemple 100% d'avis clients positifs, tu penses que limite c'est pas normal? Qu'est-ce que tu en penses là-dessus? oui, alors, c'est hyper intéressant parce que, tu vois, enfin, en fait, dans ce que tu me dis là, il y a la croyance de: «Si j'ai un retour négatif, ça veut dire que moi, je suis pas aimable, que je suis pas assez bien et ça baisse mon estime de moi». À la différence que moi, je fais le choix de voir ça comme ça remet pas en doute mon estime de moi, ça veut dire que je suis toujours une bonne personne, mais par contre, ça veut dire que dans mon système d'entreprise, il y a peut-être quelque chose à améliorer. Ok. Tu vois? Et c'est juste une question à chaque fois de lunettes. Avec quelles lunettes tu regardes le monde et avec quelles lunettes tu regardes ce problème-là? Et effectivement, de toute façon, quand on est entrepreneur, on va toujours devoir faire des choix et choisir, c'est renoncer. Donc forcément qu'il y a des choses sur lesquelles tu vas devoir lâcher prise. Typiquement, des clients qui sont un peu moins contents sur, quelque chose de ton programme, de ton Hmm. accompagnement ou autre. Maintenant, c'est important de faire des choix en conscience. C'est ça que j'aime Ouais. beaucoup aussi transmettre, c'est quelle conscience tu mets et si toi, à un moment donné, ce client, il te fait un retour négatif sur quelque chose, mais qui est pas la priorité parce que tu mets la priorité sur d'autres choses, en fait, il va falloir accepter de lâcher cette part-là et de te concentrer sur ce qui est vraiment important pour toi. C'est vraiment pas évident, je pense, de faire ce travail, de se dire, ok, c'est un retour négatif, bah, qu'est-ce que j'en retire? Je pense que c'est là le plus gros du travail et que finalement, je reviens sur ce truc de c'est peut-être pas, si tu as 100% d'avis positifs, finalement, c'est peut-être pas si bien parce que tu restes peut-être dans ta zone de confort, tu te remets pas en question, il y a peut-être ça aussi. Alors, sincèrement, que des avis positifs, je crois que j'ai jamais vu. Ou sinon quelqu'un qui occulte, tu vois? Ça peut arriver, quelqu'un qui occulte un peu le truc en disant: «Non, j'ai que des avis positifs». Bon, en vrai, si tu vas creuser, il y a toujours des sujets. Hmm. Maintenant, effectivement, en fait, enfin, ça dépend aussi ce qu'on veut. Mais je pars du principe qu'une vie, il faut faire attention entre le confort et ce qu'on veut faire. Parce que la réalité, c'est que le confort, ça nous tue, très clairement.
Enfin, c'est parce que ça nous évite, en fait, de sortir de notre zone de confort. Si tu commences à ne plus sortir de ta zone de confort, enfin, c'est très vite limitant dans ton quotidien. Alors que franchement, quand tu relèves des challenges et tout ça, oui, c'est pas facile et des fois, c'est un peu épuisant. Mais la réalité, c'est que c'est comme ça que tu deviens fier de toi, que tu as grandi justement cette zone de confort-là et où, bah, tu grandis au fur et à mesure, tu oses faire des choses qui sont de plus en plus incroyables. Donc il faut vraiment faire attention à cette partie-là et donc pour revenir sur ton sujet de 100 d'avis positifs, moi je pense qu'on peut toujours aller plus loin donc c'est aussi comment est-ce que tu suis cette voie-là? Carrément, super intéressant. Ça, c'était vraiment pour cette peur-là un peu. Et il y a une autre peur que j'aimerais bien un peu. Enfin, il y a un syndrome que tout le monde connaît, c'est le syndrome de l'imposteur. Je pense que tout le monde l'a. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, on arrive à s'en débarrasser? Quelle clé tu peux donner aux gens qui se lancent et qui aujourd'hui disent non, mais c'est bon, je suis pas légitime par rapport à tous les autres pros que je vois à côté? Pour moi, c'est pas un vrai problème le syndrome de l'imposteur. Parce que pareil, je vais nuancer le truc, mais en fait, c'est pas un vrai problème, tant et soit peu que tu aies une valeur de mieux faire à chaque fois parce que le syndrome de l'imposteur, justement, il va venir te challenger pour te dire, bah, comment est-ce que tu peux mieux faire en fait chaque jour? Tu vois, tu vas dire: «Ah punaise, là, je vends à ce prix-là, c'est quand même un peu difficile et tout». Mais en fait, heureusement que tu dis que c'est un peu difficile parce que ça va t'aider à te dépasser et à faire mieux pour ton client. Parce que Hmm. si tu dis: «Non, mais le prix, ça va, il est chill et tout, c'est bon, je délivre plus que prévu», tu vois, Ouais, tu vas rien donner. ouais, Un petit syndrome de l'imposteur en mode: «OK, ça me challenge pour faire un peu mieux, c'est bien». ouais. Là où ça devient très embêtant, c'est le moment où ça t'empêche d'avancer. Hmm. Le moment où tu es tellement mal que tu sais que tu veux faire des posts sur les réseaux sociaux, mais que tu arrives pas à le faire, que tu commences à te comparer tous les jours avec les gens et que tu te lèves le matin et que ça tourne en boucle et le soir pareil, que dès que tu ouvres les réseaux sociaux, tu sens de l'anxiété et tout ça, là effectivement, il faut bosser dessus. Ouais, moi j'avais entendu un truc, des gens qui disaient, bah, en fait, arrête de suivre les comptes, tu vois, de gens que tu trouves mieux que toi, ou tu vois, et arrête de suivre ces gens-là parce que ça, et ouais, ça t'angoisse, etc. Est-ce que tu conseilles effectivement de se dire, bah attends, effectivement, si les réseaux sociaux, je vois tous les gens qui sont meilleurs que moi, est-ce que tu conseilles de dire, attends, bah tu fais une pause, tu ne suis plus ces comptes-là, et comme ça déjà, ça va te libérer un peu mentalement. Il y a plusieurs stratégies. Souvent, le côté de l'imposteur est notamment lié à ce que tu viens de me dire par rapport au compte. C'est lié parce qu'on n'a pas assez travaillé sa raison d'être et sa différenciation. Ça peut être le premier point. Le deuxième point, ça peut être lié au fait de, bah, tu as vécu quelque chose dans l'enfance qui te disait à chaque fois que tu étais pas assez. Donc on va aller travailler ce truc-là. Mais effectivement, on peut, voir, temporairement, voire même long terme, hein. Moi, ça m'arrive, très bien de le faire parce que, bah, à un moment donné, j'ai pas envie de tout débunker non plus. J'ai pas envie de, Ouais, à chaque fois, dire à mon coach: «Ah, je suis en galère, aide-moi là-dessus». Bah, il faut choisir ses combats parfois. c'est clair. Mais effectivement, moi, ça m'arrive, certaines personnes de les bloquer pour, plus voir et dire: «OK, ça, Ouais. l'abstraction et basta». Parce qu'à un moment donné, il faut aussi arrêter d'être maso. Je crois qu'on a un vrai truc Mm. en France de se dire: «Non, mais il faut que ce soit dur» et cetera, donc faciliter Ouais. la vie. On n'est pas là pour souffrir, quoi. Exactement, donc si franchement tu peux ne plus le voir juste en cliquant sur un bouton et en faisant bloquer, Ouais, bloque-le, hein, tu gagnes ouais, du temps, de l'argent et tout. carrément. Ouais, super, super intéressant. Et sur une peur aussi, j'aimerais bien aussi des petits exemples ou des astuces sur cette peur de vendre. Alors, ça peut être lié du coup à tout ce qu'on a vu d'ailleurs auparavant, mais il y a aussi cette, je crois que parmi les, enfin, les gens qui se lancent comme ça en tant qu'indépendants, cette peur de ah non, non, mais j'ose pas aller démarcher, je vais passer justement pour un vendeur de tapis. Ça, c'est quoi comme croyance qui génère ce truc-là de dire bon, je vais vraiment passer pour un marchand de tapis? C'est quoi cette mauvaise idée qu'on a beaucoup? Alors il faut savoir juste que les croyances souvent elles viennent soit de quelque chose qu'on a vécu, soit de quelque chose qu'on a entendu. Mais ça c'est un peu ancré émotionnellement, donc souvent en fait ça en plus ça nous appartient pas. Souvent c'est, bah, parce que justement il y a eu un vendeur, qui a essayé d'un peu trop forcer et qui a essayé de nous vendre un truc dont on n'avait pas du tout intérêt. Et on l'a mal vécu. Soit c'est, nos parents, voire même nos grands-parents qui nous parlaient de ça. Enfin bref, moi j'ai jamais vécu, hein, le truc, tu sais, où le gars il tape à la porte et il s'assoit chez toi pour te vendre des caisses de vin alors qu'il ne boit pas d'alcool, mais Ouais, c'est clair. Ouais, j'ai jamais vu ça non plus. mais tout le monde le connaît mine de rien cet exemple, tu Ouais, vois? Du c'est vrai. vendeur à la porte et tout. Enfin c'est quand même, enfin c'est trop bizarre, mais je sais pas d'où ça sort Et d'ailleurs. les encyclopédies aussi. Si, moi, il y avait les encyclopédies à l'époque, ils te vendaient c'était par lettre les tomes et tu pouvais acheter tous les tomes. Enfin, c'était catastrophe. Donc il y a plusieurs sujets sur cette peur de vendre là. Premièrement, c'est de pas avoir vraiment compris que vendre, c'est servir.
Et ça, c'est pareil, en fait, c'est tout ce qu'on fait dans le module 1, module 2, pardon, donc sur le marché et sur l'offre. C'est-à-dire que nous, enfin, en tout cas, moi, ce que je recommande, c'est vraiment de partir du besoin du client. C'est-à-dire que, en fait, pour ceux qui vont lancer leur entreprise, on va faire des bêta-tests. C'est-à-dire que, évidemment, tu as défini, toi, ta raison d'être et ce que tu vas apporter au monde. Tu as défini tes zones de génie aussi, donc tu l'as à peu près packagé. Tu vas poser des questions à des gens pour comprendre qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils veulent, etc. Et c'est à ces premières personnes-là à qui tu vas vendre. Mais tu vas pas vendre dans l'optique juste de vendre ton produit ou service. Tu vas vendre dans l'idée de résoudre leurs problèmes. Oui, c'est ça. Et c'est exactement ça qui fait la différence, parce que quand tu es connecté à ça, déjà, premièrement, c'est drôle, mais on vend beaucoup mieux. Ouais, c'est vrai. Et deuxièmement, en fait, c'est plus le même sens pour toi, parce que tu es drivé par le résultat que la personne va avoir, mais non pas par l'argent qui rentre chez toi. Parce que en vrai, l'argent, qu'on se le dise, enfin, c'est juste c'est numéraire. Enfin, en plus, la plupart du temps, maintenant, c'est sur un compte bancaire, donc tu le vois même pas. Enfin, Ouais. c'est complètement abstrait. Franchement, Mm. personne n'a de l'énergie pour l'argent. Les gens ont de l'énergie pour ce que l'argent va leur permettre d'avoir, mais jamais pour l'argent. Donc, euh, donc c'est vraiment, pour moi, c'est reconnecter au fait de qu'est-ce que tu veux apporter au monde, la transformation que ça va faire, et puis la confiance dans le fait que tu peux aider cette personne à avancer. Et du coup, tu vois, on revient dans le côté de la peur de ben, est-ce que je peux y arriver? Est-ce que je peux l'aider? Est-ce que je suis légitime? Et le côté de cette peur-là de vendre. Et d'en vendre, il y a aussi le côté de recevoir. Parce qu'il y a des personnes qui sont très mal à l'aise avec le fait de recevoir. Tu vois, elles ont appris depuis qu'elles sont petites à donner, donner, donner. Genre, il faut qu'elles donnent beaucoup pour avoir l'attention de leurs parents ou autres. Mais au final, elles ont très peu reçu. Et donc, dès qu'elles reçoivent, même ne serait-ce qu'un compliment, c'est pas toujours que lié à l'argent, elles sont D'accord. hyper mal à l'aise. D'accord, ouais, c'est super intéressant parce que finalement, on se rend compte que c'est quand même imbriqué. Il y a ces notions de stratégie, de business qu'on va mettre en place, mais derrière, il y a vraiment ce côté mental qu'il faut avoir et travailler sur soi pour réussir. Je pense que c'est super important. Et malgré ce qu'on peut voir de la culture des super entrepreneurs qui bossent 24 sur 24, on a l'impression que rien ne les atteint, etc. Je pense que c'est important d'avoir cette partie oui, travailler sur ses peurs et voir d'où ça vient. Donc, ça, c'est pouvoir les débloquer, même si finalement, c'est jamais débloqué peut-être tout le temps. Enfin, c'est un travail au long cours finalement. C'est pas genre on débloque et puis ça y est, c'est fini. Parce qu'il y a d'autres peurs qui viennent souvent se rajouter parfois derrière, notamment justement quand on arrive à un certain stade de chiffre d'affaires, par exemple. On se dit, ouais, du coup là, qu'est-ce que je fais si j'augmente? Donc, effectivement, ça se finit jamais, quoi. Donc, très intéressant ces petites clés. Et est-ce que tu pourrais nous partager justement des challenges que soit toi, soit des personnes que tu accompagnes, vous avez vécu? Est-ce que tu as un exemple concret d'un travail qui peut être fait avec des résultats derrière? Ouais. Euh, oh là, des challenges, il y en a des centaines. J'imagine. Euh, des centaines, mais peut-être que celui qui m'a le plus touchée, euh, parce que j'avais pas la réponse tout de suite, je pense, c'était celui d'une personne que j'accompagnais, et où donc enfin, son projet, c'était structure équestre avec pension et avec gîte, D'accord. donc accueil du public, etc. Donc enfin, elle a fait tout le travail du business plan et tout ça avec nous. Donc son business plan, il est prêt. Elle est allée voir les banques et tout ça, tout est bon. Elle trouve une structure à acheter sur une zone protégée. Mais la structure est déjà créée et tout ça, donc tout roule. Il y a déjà des gîtes et autres, donc elle demande quand même, est-ce que l'accueil du public est autorisé et tout ça comment ça s'appelle, à l'agent immobilier. L'agent immobilier il dit oui, oui, pas de problème, tout est autorisé, tout nanana. Elle repose quand même la question plusieurs fois. Et il s'avère que donc elle achète la structure, et quand elle fait la demande d'accueil de public, c'est refusé. Mince. Ah ouais. Et là, en fait, moi, je vois ça, je me rappelle, elle met un message le soir sur Discord. Donc Discord, c'est l'endroit où il y a toute la commune du pied à l'étrier. Et puis, je vois ce message. Et là, je suis là en mode panique totale, en mode mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Parce que je suis un peu pas Madame Solution, mais pas loin quand même. Ouais. Et là, je suis là en mode mais genre elle a investi X milliers d'euros. Et en fait, ben, enfin, il y a la moitié, ou en tout cas les trois quarts de son business plan qui tombent à l'eau, quoi. Et là, ce qu'il y a de génial, c'est ce qu'elle a implémenté pendant toute l'année avec nous. C'est que du coup, bon, elle a posté ça sur le groupe en disant qu'elle était au fond du gouffre. Quelques heures après, elle a dit, OK, en fait, je vais trouver des solutions pour résoudre ça. Et 15 jours après, elle est revenue. Non, entre-temps, le lendemain matin, elle n'avait pas dormi de la nuit, évidemment, avec un problème pareil. Ah ouais, c'est clair. Le lendemain matin, elle avait mis une liste de je sais pas combien de solutions possibles
qu'elle pouvait mettre en place. Il y avait les autres membres aussi de la commu qui lui avaient dit: «Mais essaye d'appeler telle personne, de faire tel truc, tel bidule». Donc en fait, ça lui a permis de faire vraiment une liste de plein de choses et en fait 15 jours après, je sais plus exactement ce qu'elle a mis en place, mais elle a réussi à avoir son autorisation. D'accord, génial, parce que c'est génial parce que finalement là, on est même plus sur un blocage mindset ou quoi, on est vraiment sur un vrai problème concret, et un truc hyper négatif. Mais finalement, le fait de se dire, ok, bah, au lieu de morfondre, même si je peux le faire 5 minutes parce que tu vois, c'est logique, c'est humain, mais de me dire quelle solution je vais trouver et je vais rebondir derrière pour trouver des solutions et finalement arriver à ce résultat positif. Donc ça, c'est bien aussi et je pense que c'est le fait de lui avoir inculqué de, ok, bah, comment tu réagis quand tu as un truc négatif, quand tu as un échec, de te poser et de chercher ça. Peut-être que une autre personne aurait vraiment du coup abandonné complètement. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc, Oui, oui, et en fait, enfin, c'est vraiment ce truc-là, tu vois, je te disais de professionnel conscient tout à l'heure. C'est cette conscience-là d'être capable de, OK, bah, en fait, enfin, je vais hurler pendant 10 minutes parce que franchement, là, ce problème-là, il me gonfle, vraiment. Mais le job de l'entrepreneur, qu'on soit clair, c'est de gérer des problématiques et de plus en plus importantes avec, au plus on développe son business. Et c'est maintenant, ben, j'ai 2 solutions. Soit effectivement, je râle et je fais rien et juste je me plains et c'est pas méchant quand je dis ça, mais c'est une réalité. Je fais la position de victime en mode, bah, la vie est contre moi et tout le monde, veut ma mort. Soit sinon, en fait, je me redresse les manches et je me dis: «OK, quelle solution j'ai et qu'est-ce que je peux mettre en place?» Et de toute manière, tu as rien à perdre. Donc, let's go. Mets-y toute ton âme et oui, et puis il faut se dire que quand on entreprend, enfin, il y a forcément, enfin, il y aura forcément des moments où ça ira pas, parce que je connais pas une seule entreprise qui a pas des, des, des gros problèmes, enfin des problèmes plus ou moins gros, ceci dit, mais je connais pas une entreprise ou un entrepreneur pour lequel ça roule tout le temps et qui a aucun problème. Enfin, pour moi, ça n'existe pas. Donc, c'est impossible. C'est impossible et en fait, c'est tout le temps comme ça, c'est que les problématiques viennent de l'extérieur et c'est comment tu y réagis toi à l'intérieur. Parce que, en réalité, enfin, le problème qu'il soit X, Y ou Z, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est toi, quelles lunettes tu vas y mettre, sur cet événement-là et comment est-ce que tu vas y réagir. Le game, il se joue que là-dedans parce que factuellement, tu vois, un événement, c'est qu'un événement de plus, tu vois? ouais, ouais, c'est sûr. Et justement, si on continue sur ce truc-là de bah, tout n'est pas tout rose quand même dans l'entrepreneuriat. On est toutes les deux, voilà, on est toutes les deux entrepreneurs, enfin entrepreneurs, solopreneurs, freelance. Il y a plein de mots pour donner une définition. Mais est-ce que toi, ça t'arrive aussi de douter finalement, parce que malgré tout, même si tu vois, toi, t'es coach, tu peux avoir les clés. Est-ce que tu as des moments de doute? Et qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là quand tu sens que ça va pas? Est-ce qu'il y a des astuces? Est-ce qu'il y a des exercices que tu fais? 1000 fois par jour. C'est presque rassurant de se dire que toi aussi tu peux douter et que tout n'est pas parfait. Il faut faire attention parce que je pense que les gens sur les réseaux sociaux, ils aiment bien montrer une Oui, tu vois, enfin, il y a cette construction aussi de, je construis un personnage et cetera, mais bien je sûr. peux te dire qu'il y en a qui ramassent derrière, mais ils montrent Ouais, pas au moment où ils ramassent. ouais, 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 même des grands entrepreneurs qu'on voit et qui ont l'air de vivre la belle vie, hein. Mm. Mais bien sûr. Donc en fait, enfin, je doute, enfin, tu es tout le temps en train de douter. Là, tu vois, ce week-end, j'étais en train de faire des chiffres, en termes de rentabilité sur certaines offres, je suis là en mode: «Mais enfin, ça marche pas, ça passe pas», tu vois? Le plan que j'ai défini sur l'année, là, ça passe pas et là, je suis là en mode: «OK, comment je vais gérer?» Donc tu es tout le temps en train de douter. J il y a J'ai fait 2 années d'affilée un burn-out bien salé sucré, heu, Ouais, donc c'est extrêmement dur dans ces moments-là. ok. Maintenant, il y a une chose que je me répète toujours, c'est je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais que cet événement-là va se transformer en une magnifique réussite. Ok, génial, ce petit mantra à écrire et à relire souvent alors. C'est ça, parce que, alors après c'est aussi enfin ça fait partie aussi de mon histoire. Je pense que je l'ai, bah, par rapport à ce que j'ai vécu et autres, je l'ai vu comme ça, mais je me suis rendu compte que les plus grosses étapes de ma vie, qui m'ont permis justement d'arriver jusqu'à des DE, qui m'ont permis d'être sélectionnée en équipe de France, qui m'ont permis aller jusqu'au championnat, enfin bref, plein de choses. Ça a été bah, des moments où j'ai vécu des défaites qui étaient enfin, les pires défaites que j'aurais pu redouter. Hmm.
de planter une boîte et bah, de jamais vouloir en relancer une, en fait, de lancer celle-là et d'être encore bien plus alignée que la première et de pouvoir aider tellement de monde que j'aurais jamais espéré. Enfin, Ouais. et toutes ces choses-là viennent de vraiment de moments de down que j'ai eu. Et plus le down était profond, et, et plus derrière le rebond était dingue. Donc c'est vraiment d'avoir cette croyance-là que quand tu as des moments difficiles, tu ne sais pas quand, tu ne sais pas comment, mais ça va se transformer en quelque chose de dingue. Et tu fais quoi du coup après, au-delà de te dire ça? Est-ce que tu reviens à ta vision? Est-ce que tu reviens, tu vois, justement, est-ce que tu t'appuies sur tes chiffres? Est-ce que c'est quelque chose de très carré comme ça, chiffre? Ou est-ce que c'est plutôt, voilà, je reviens sur ma raison d'être? Dans les moments de down comme ça, enfin, je vais être sincère, enfin, moi Ouais, j'étais dans des moments où le seul truc que j'arrivais à faire, c'était descendre l'escalier, me mettre sur le canapé et regarder le plafond, tu vois. ouais, Donc c'était vraiment des moments très très durs, surtout que je suis quelqu'un de très dynamique, donc je disais pas que ceux qui faisaient des burn-out, ils mentaient, hein, mais j'étais là en mode, moi ça m'arrivera pas, j'ai ramassé. Mais le seul truc que tu peux faire, enfin moi en tout cas, c'est que j'ai supprimé tout ce que j'aimais pas faire ou tout ce qui me demandait de l'énergie et j'ai gardé vraiment le strict essentiel. C'est-à-dire que j'avais gardé très très peu de coaching, tous les coachings individuels parce que le coaching individuel, ça me donne de l'énergie, les coachings de groupe aussi. Donc toute la relation un peu avec les clients, même par WhatsApp et autres, en fait, le fait de résoudre les problèmes des autres, ça m'aidait aussi. Exactement. Donc ça a été une phase, sur le très long terme. J'ai délégué un maximum mon équipe, tout. Je leur ai dit: «Surtout, vous ne m'appelez pas, enfin, je suis mmh, vraiment indisponible» et je faisais que des choses que j'aimais faire. d'accord, OK. Avec quand même des petites, obligations. Donc c'est-à-dire que je savais aussi que le sport, c'est extrêmement bon pour le corps et tout. Donc je me mettais quand même l'obligation de faire à minima une séance de sport par jour. Même si c'était très tu vois, des fois, j'étalais mon tapis et je restais, 10 minutes comme ça sur le tapis, OK, Ouais. le tapis était sorti, je pensais à faire du sport, c'était déjà mieux que rien. Ouais, 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 c'est clair, mais du coup, c'est vraiment, ouais, peut-être enlever ce qui vraiment nous donne pas d'énergie et revenir à un truc, une activité peut-être un peu minimale, quoi. Garder ses clients actuels, mais voilà, essayer de, je pense, enlever le négatif, garder ce qui donne de l'énergie. Et un truc que j'aime bien aussi, parce que tu parles du sport, je pense que l'hygiène de vie est importante et je sais que c'est important aussi pour toi et que tu en parles aussi avec tes coachés, l'hygiène de vie, le fait de nourrir, de bien se nourrir, parce que il y a ce côté nourriture spirituelle et nourriture, la vraie nourriture, que c'est important aussi. On fait un peu un marathon quand on monte une entreprise. Et je pense que c'est bien de se dire, bah, c'est pas que des bêtises, de dire, bah, il faut bien manger, il faut faire du sport, quoi. C'est tellement important, c'est que en fait, enfin, on habite notre corps tous les jours, tu vois? Si cette enveloppe-là, elle va pas bien, Mm. c'est chaud, quoi. Mm. Donc le corps, enfin, c'est un truc de fou et effectivement, je me suis fait accompagner l'année dernière, pour, tout changer parce que moi, je mangeais des pâtes et des steaks hachés. Bon, il y a des protéines déjà. Ouais, ouais, mais tu vois, le blé, le gluten et tout ça, pas ouf. Bref. Et donc, je mangeais pas de légumes ni rien. Et c'est vrai que, enfin, ça a complètement tout changé. J'ai une énergie de malade aujourd'hui. Alors évidemment, j'ai des downs et tout. Je suis plus ou moins fatiguée. C'est les hormones, etc. En plus, quand on est une femme, bon, on connaît ça. Clairement, ça descend. Mais en tout cas, enfin, j'ai jamais été aussi en forme et on n'a jamais lancé autant de projets. J'ai évité, bah, cette année, j'ai pas fait de burn-out comparé aux 2 années précédentes. Là, on est sur une croissance à x2 avec l'équipe, etc. Donc, je crois vraiment dire que l'année dernière, le fait d'avoir pris le temps de vraiment mieux me nourrir, mieux me comprendre, me donner, me prioriser ce que j'avais besoin, ça a permis d'avoir les résultats qu'on a là aujourd'hui, quoi, tu vois. Ouais, et ça, c'est important de le dire parce que il y a pas mal de professions dans le cheval où ils sont un peu sur la route souvent, et puis avec des horaires, enfin, c'est pas des horaires de bureau, quoi. Donc, je pense que c'est important de prendre soin de soi, effectivement, de bien dormir, de bien manger, parce que souvent, il peut y avoir souvent dans notre filière, je trouve qu'il y a quand même un peu de malbouffe. Je crois que les cavaliers et ceux qui travaillent dans le cheval, c'est quand même pas ceux qui s'occupent le mieux d'eux. Donc, ouais, c'est important.
Ne m'en parle pas quand je vais dans les centres de formation là. Je les vois le midi aller chez, ceux qui connaissent, Marie Blachère, prendre des pizzas comme ça. Moi, je les ai Oui, l'après-midi, je me dis: «Mais c'est sûr, ils vont dormir», tu vois? Et l'après-midi, je les fais sauter tout l'après-midi pour qu'ils s'endorment pas, tu vois? c'est clair, c'est clair. Après, on peut se faire un petit plaisir, mais bon, oui, effectivement, Le pas, soir pas tout le temps. le soir quand tu vas dormir, tu vois? Mais pas quand Ouais, ouais. Non, non, c'est sûr. Et puis même, au niveau du sport, au final, on monte à cheval, on fait du sport, mais globalement, on fait pas d'étirements, on fait pas d'échauffement. Et je trouve que la santé des cavaliers est pas toujours au top. Et la santé des entrepreneurs de manière générale, parce qu'effectivement, on est la tête dans le guidon. Et c'est important de sortir de ce rythme, quoi. mais franchement, c'est une méga catastrophe parce que, bon alors le cheval, il faut quand même être clair, c'est qu'on a la sensation de faire du sport tous les jours. Alors oui, on porte un peu des charges lourdes et autres, mais on fait pas de cardio. Ouais. Le corps, ce qu'il a besoin, c'est en fait pour drainer toute la partie lymphatique, c'est vraiment qu'à un moment donné, tu le cardio qui monte et que tu transpires pour que justement, en fait, ton corps évacue toutes les toxines. Donc j'ai envie de te dire, le cardio, il est pas négociable. Enfin, c'est-à-dire que chaque jour, et je voudrais enlever ça parce que c'est une croyance que j'avais, mais j'ai l'impression en discutant avec beaucoup de personnes que c'est le cas aussi. Le sport, il est pas fait pour te faire mal aux muscles. Il est vraiment fait Mm. juste pour te faire transpirer. Donc tu peux aller courir, 20 minutes à, je sais pas, 6, 7, 8 km/h, peu importe. Mais juste, ça te permet d'activer le corps et tu as pas forcément besoin le lendemain d'être plié en 4 parce que tu as des courbatures. Non, juste activer déjà ça fait vraiment du bien. Ouais, et je pense qu'il faut le mettre, c'est comme tu disais, hein, si c'est pas dans l'agenda, ça n'existe pas. Je pense qu'au même titre que sa compta, sa communication, etc., je pense que c'est important. Et moi, je le vois, hein, moi, je mets dans mon agenda mes séances de sport, sinon, j'y pense pas, en fait. Donc, je le mets vraiment dans l'agenda. Bien sûr. Et l'agenda, je le fais toujours commencer par tes besoins personnels. D'accord, ah, super intéressant ça. Ok. En fait, enfin, quand tu prends ton agenda vierge sur l'année, sur, un agenda numérique, s'il vous plaît, sur le téléphone ou sur l'ordinateur. Oh, il faut arrêter avec le papier. Trop galère. Mais tu fais des blocs et tu vois, enfin, bah, là, justement, j'ai sous les yeux, sur mon deuxième écran, mon agenda. Tu vois, j'ai, bah, créneau sport, je sais Hmm. spécifiquement ce que je vais faire, à quelle heure, je mets un rappel et cetera et tu sais que comme ça, tu l'as, quoi. Et Ouais. donc pour revenir à ce calendrier annuel, ce que tu fais, c'est que, bah, tu débutes ton année en mettant toutes les routines qui sont non négociables pour toi et importantes. Si tu sens que tu as besoin de monter tes chevaux tous les jours, bah, tu as un créneau pour monter à cheval. Si tu sens que tu as besoin de faire, une séance de sport par jour, tu mets ça. Si tu as besoin d'aller voir tes amis, je sais pas, 2 fois par semaine pour être bien, bah, cale les 2 jours et cetera. Alors, les gens vont me dire que je suis trop rigide. Évidemment, tu peux les décaler et tout ça. Mais en tout cas, tu veux avoir une semaine type à peu près pour, pouvoir définir tout ça et une fois que tu as tout ça, tu te cales tes créneaux ensuite de boulot. Ouais, ouais, c'est important. Et même se dire, voilà, les vacances, les temps off, de les caler, sinon, effectivement, on s'en sort pas. Ouais, c'est super intéressant, ça, cette histoire d'organisation. Il y a une pratique qu'on voit beaucoup, enfin, qu'on voit beaucoup quand on suit des entrepreneurs américains, etc. Tu as ce truc du Miracle Morning. Et un autre truc, c'est le journaling. J'aimerais bien que tu me parles de ces deux trucs-là. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu préconises, que tu fais, se lever à 4 heures du mat, aller dans un seau glacé, je sais plus ce qui fait ça, qui se met la tête dans un seau glacé, j'ai vu. Écrire 4 heures par jour. Enfin, c'est quoi est-ce que toi, ces techniques, t'en penses quoi? Moi, je pense que, on a besoin de mettre en place ce qui nous sert pour être à notre, maximum ou en tout cas pour servir nos objectifs. Hmm. Ouais. C'est-à-dire que, enfin, je vais être sincère, moi, il y a des samedis parce que je vais au marché et tout ça, ben, je prends des œufs, mais je vais prendre un gros pain au chocolat, tu vois? Ouais. Et mais parce que je sais que ce samedi-là, je suis relax, je suis chill, qu'à la limite, je vais monter les chevaux l'après-midi, mais que j'ai pas énormément besoin d'énergie et que ce pain au chocolat, Hmm. j'ai envie et du coup, je le prends. All good. Ouais. Par contre, je sais que les jours où j'ai une masterclass le soir, tu me feras pas manger un seul truc de dégueulasse dans la journée, c'est no way. D'accord. Ok. Ouais. Donc, ouais, petit déjeuner bien. Ben, parce que en fait, enfin, je vais définir, c'est quoi mes objectifs et qu'est-ce qui est important pour moi. Est-ce que, Hmm. bah, si aujourd'hui c'est important que je prenne ce pain au chocolat-là, ben, je vais le prendre. Mais du coup, bah, est-ce que tu es OK que ta masterclass, elle se passe mal, que tu t'endormes et que tu vendes rien et que tu aides pas les gens à transformer leur vie? C'est Ouf. survu comme ça, et effectivement, on va laisser le pain au chocolat de côté. Mais du coup, ouais, pour toi, le Miracle Morning, c'est pas un truc qui est adaptable à tout le monde. Moi, je sais que, enfin, perso, me lever à 6 heures du matin, faire une demi-heure de sport dès que je me lève. Moi, par exemple, quand je me lève, il me faut un petit truc tranquille, quoi, tu vois. J'ai pas dit que j'avais pas de routine le matin. Ouais.
Mais par contre, j'ai une routine qui est adaptée à ce que j'ai besoin. D'accord, ouais, donc ça s'adapte. Ben c'est hyper important. Donc, c'est-à-dire que le matin, je fais une petite routine skincare bah, parce que j'ai envie Mmh. d'avoir une bonne tête, quoi. Ensuite, ce que je vais faire souvent, c'est que je vais me nourrir avec ce qui est bon pour moi. Donc, j'ai des petits compléments et tout ça à prendre le matin. Ça aussi, ça varie en fonction de la période et de ce que mon corps a besoin. Donc, je vais faire ça. Derrière, je vais souvent faire du yoga parce que on dit toujours que la souplesse, elle commence par le corps pour après venir dans l'esprit. Et quand tu es entrepreneur, tu as besoin de beaucoup de souplesse. Ça m'aide aussi avec les respirations et autres. Et derrière, je vais faire soit un exercice de gratitude quand je sens que je suis un peu énervée et tout ça. La gratitude, c'est le côté de je remercie d'abord ce que j'ai autour de moi. Ah non, je ne fais pas dans ce sens-là, pardon. Je remercie d'abord les parties de mon corps pour, D'accord. enfin, je vais faire un scan corporel et je vais dire bah, merci mes pieds pour pouvoir me porter, pouvoir me déplacer tous les jours. Merci, je sais pas, à mes chevilles de pouvoir bouger, etc. Bref. Je fais tout le scan corporel avec main sur le cœur, ressentir les battements, respirer, etc. Vraiment mettre l'intention de remercier. Deuxièmement, je vais remercier pour ce que j'ai déjà. Donc, le fait d'avoir une maison, le fait d'avoir de l'électricité, le fait de pouvoir me nourrir à ma faim, le fait d'avoir un business qui est super, d'avoir des gens que j'accompagne qui sont géniaux, enfin bref, tout ça. Et le dernier point, c'est de remercier en fait, mes futurs objectifs, mais comme si je les avais déjà atteints. Ouais, trop bien, d'accord. Parce que le cerveau, il fait pas la différence entre le futur, enfin ce que tu peux imaginer et ce que tu as déjà. OK. Ouais, c'est une sorte de manifestation, enfin, c'est un peu le principe de la manifestation? Ouais, ça peut être un peu ça, mais sauf que c'est comme si je l'avais déjà. Donc, genre, D'accord. merci pour avoir accompagné X personnes, alors que je suis que à la moitié pour le moment. D'accord. Ah ouais, donc super intéressant et là, tu trompes un peu ton cerveau finalement. Exactement. Et du coup, en fait, ça me permet d'adopter aussi la posture et de croire plus facilement que c'est possible. D'accord. Ah, c'est bien ça. Donc, je vais soit utiliser la gratitude le matin si je sens que je suis un peu énervée, un peu tendue et tout ça, comme les périodes en ce moment. Soit sinon, je vais plutôt utiliser quelque chose type respiration, donc avec les cohérences cardiaques. Voilà, tout simplement. Ça me permet en 10 minutes, j'ai fait ma routine, je me sens mieux, et cetera. Derrière, je vais faire quelques affirmations positives sur, justement, quelques croyances et donc c'est tout le temps les 3 mêmes pendant une certaine période jusqu'à que ce soit plus fluide et puis en principe, derrière, je vais m'occuper des chevaux, heu, derrière petit déj et après j'attaque. D'accord. Ah ouais, trop bien, mais c'est bien parce que je pense que ce qui est important, c'est que ça s'adapte à chacun et que effectivement, tout le monde n'aura pas cette même routine, mais que ce truc de gratitude, voilà, d'écrire ou de cohérence cardiaque, c'est des choses intéressantes. Et pour moi, en fait, on a le côté business, on travaille, on met en place des stratégies, on fait des trucs, des tunnels de vente, des machins, des tarifs, des offres. Je trouve que c'est bien parce que ce que tu nous dis, c'est que pour pas finir en burn-out, c'est important de prendre soin de soi, effectivement, et aussi pour continuer d'aimer ce qu'on fait, de prendre ce recul un petit peu, alors noter dans l'agenda, faire des gratitudes, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont à fond dedans tout le temps, et que c'est comme ça aussi qu'il y a des gens qui sont dégoûtés. Et on dit souvent, voilà, à 30 ans, tu quittes la filière équestre parce que bah, t'es rincé, t'en as marre et t'aimes plus ce que tu fais et c'est dommage en fait. Donc mettre en place ces bonnes pratiques, je pense que c'est super intéressant et d'avoir ce côté, ok, je travaille, je suis chef d'entreprise, je mets en place des actions, mais je prends soin de moi et je mets en place des actions peut-être un peu plus mindset et physique pour durer longtemps et continuer longtemps dans ce qu'on fait, quoi. Oui, parce que, en fait, enfin, ces routines-là, effectivement que moi, comme tout le monde, le matin, déjà, bah, ça m'arrive des fois de pas avoir envie de me lever, heu et qu'en plus, franchement, bah, c'est un effort. Enfin, tu vois, il faut faire ça, genre, c'est pas enfin, ce serait plus simple d'aller directement au chaud ou de manger directement ou je sais Oui. pas. Mais je le fais parce que je sais que ça me sert. C'est-à-dire que ça me permet d'avoir de la clarté mentale, de Mm. prendre le temps de me poser. Souvent, j'ai des trucs de ouf qui viennent pendant le yoga et tout ça, tu vois? Et qui m'aident à vraiment avoir, par exemple, des offres qui seraient pas rentables, tu vois? Genre, en respirant et tout, je sais pas pourquoi d'un coup je me dis: «Mais my God, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête!» Ah, c'est souvent dans la douche, moi, que ça m'arrive ce genre de truc. Ça, c'est ça, donc en fait, ces moments-là, ils sont essentiels pour, il faut bien comprendre que du coup, le matin, on a besoin d'activer 3 choses. On a besoin d'activer le 1er C, c'est le cœur, OK? Pour être connecté à ce qui fait sens pour nous. Le deuxième C, c'est le cerveau, lui aider à lui donner de la clarté mentale parce que si tu en fait, enfin, je me suis rendu compte que quand je fais pas mon yoga et cetera le matin,
Genre, c'est hyper brouillon. Je pars direct dans quelque chose, mais c'est pas clair. Enfin, bref. Donc, le deuxième C, c'est le cerveau. Et le troisième C, c'est le corps. Et le corps, ben, il faut quand même un peu l'activer parce que sinon, tu restes un peu endormi et tout ça pour avoir de l'énergie. Donc, moi, ça va être souvent en allant aux chevaux. Ça m'arrive aussi le matin de faire des séances de yoga qui peuvent être un peu plus toniques. Ça dépend vraiment D'accord. de comment je me sens. Ok, trop bien. Bah écoute, ça nous donne, ça donne envie effectivement de mettre en place tout ça et de se mettre un petit peu plus d'activité. Alors pas forcément le yoga. Je pense qu'après il faut trouver l'activité qui nous plaît et qu'on peut faire comme ça. On arrive doucement vers la fin de cet épisode. Moi, j'aime bien poser une question à mes invités, puisque donc le podcast s'appelle Le Club Marketing Équestre. Et j'aime bien demander, est-ce que pour toi, il y a un marketing équestre? Et si oui, c'est quoi pour toi le marketing équestre? My God, tu veux que je réponde pendant 20 minutes à cette question, non? Je me taise avec. Alors déjà, il y a un petit sujet sur le côté marketing que j'aimerais Ouais, reposer là. Ouais, il y a un petit problème dans la filière qui me gratte, c'est que dès qu'on parle marketing, les gens disent: «Ah ça c'est du marketing, ah ça c'est du marketing», quand souvent, tu sais, par exemple, on a un produit qui marche pas bien. ouais, La réalité, c'est que ça, c'est pas du marketing, c'est juste des gens qui développent des produits qui sont merdiques. mais oui, on est d'accord. Ça n'a rien à voir avec le marketing. Le marketing, c'est juste l'action de permettre justement à un produit ou un service de résoudre la problématique d'une personne qui en a besoin. Juste, je remets ça dans le contexte parce que ça me gratte les Tu as oreilles. raison, tu as raison. Après, est-ce qu'il y a un marketing équestre spécifique? La réalité, c'est que vendre dans le cheval est beaucoup plus simple qu'ailleurs. Ah, C'est-à-dire que quand j'avance, enfin, justement, quand on avance sur des stratégies un peu de vente, etc., qui sont un tout petit peu poussées, mais un petit peu poussées, genre, par ouais, exemple, sur les réseaux sociaux, où tu commences à faire du mailing ou autre, tu vois, on n'est pas ouais. non plus sur un truc dingo. J'ai de la résistance. Pour quelle raison? Parce que la plupart des gens achètent parfois avec juste une story Instagram. Donc, du coup, mes stratégies, si tu veux, où il faut faire un peu d'effort, ben, ça prend pas, quoi. Ouais, on aimerait bien tous vendre avec une story Instagram, c'est clair. Mais après, dans le cheval, enfin, franchement, très sincèrement, hein, je vois souvent des personnes qui, alors c'est plutôt dans la partie prestat de service, mais qui arrivent à Hmm. vendre relativement facilement ou remplir facilement des tournées juste avec deux, trois stories, hein. Ouais, d'accord. Donc il faut quand même remettre le truc dans le contexte, c'est que c'est pas si difficile que ça de vendre dans le cheval. Hmm. J'ai pas dit que c'était facile, mais j'ai pas dit non plus que c'était ultra impossible. Maintenant, je crois que comme, comme dans le business, ce qui est essentiel, c'est de comprendre les règles du jeu. Et un humain qui l'achète dans la filière équine ou qui l'achète en dehors du cheval, il fonctionne exactement de la même façon. Donc pour moi, je pense que de toute façon, les règles du jeu, on va pas les réinventer. Maintenant, la chance qu'on a dans le cheval, c'est qu'on est peut-être dans un milieu qui est beaucoup plus jeune encore, qui est beaucoup plus frais, et où du coup, si on prenait, tu vois, deux marchés différents, le marché de la filière équine serait peut-être plus simple parce qu'on est sur un marché qui est encore jeune, où il n'y a pas énormément de concurrence. Il y a de la concurrence, mais en tout cas sur je veux dire en termes avancés, tu vois, par rapport à du marketing. Et où donc, imaginons, on prend le milieu de l'immobilier vs le milieu de l'équitation. Non, le milieu de l'immobilier pour échanger avec des gens, oh my God, pour arriver à vendre les coûts contacts et tout ça, ils sont énormes. Enfin, c'est très, très difficile. Alors que dans le cheval, franchement, on a des coûts aujourd'hui qui sont encore rikiki et où, en ayant une toute petite conscience supplémentaire par rapport aux autres, on éclate le reste du marché, quoi. Ouais, ok, super intéressant. Donc, se rappeler que avant tout, on s'adresse à des humains et que ce soit des humains dans le cheval ou des humains pas dans le cheval, ça reste des humains avec les mêmes comportements, les mêmes biais psychologiques aussi et les mêmes envies et besoins. Donc, trop intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas abordé et que tu voudrais ajouter? Tu sais qu'on pourrait tenir 4 heures comme ça. Ah oui, bah c'est sûr, c'était passionnant, tout ça. Non, en tout cas, enfin, le seul truc peut-être que j'aimerais dire, c'est que c'est possible de vivre de la filière équine, de vivre en ayant une entreprise rentable, en étant épanoui, c'est tout à fait faisable. J'en ai marre qu'on nous rabâche le punaise de phrase là. Pour être millionnaire dans le cheval, il faut commencer milliardaire. C'est faux.
Il y en a qui gagnent leur vie là-dedans pour être en contact avec des comptes de résultats, etc. Je vous promets qu'il y en a qui sont dans les chevaux et qui gagnent mieux leur vie que moi, alors que j'ai un business sur Internet, donc normalement ça ne devrait pas être le cas, mais ça existe. Donc s'il vous plaît, ne vous laissez pas avoir par des personnes qui vous diraient le contraire. C'est faux, c'est juste que regardez euh, vraiment de façon très, sans jugement, hein, mais juste de façon très classique, qu'est-ce qu'ils ont fait, où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils ont mis en place, et à quel point la voix qu'ils vous transmettent a du poids ou pas par rapport à ce que vous voulez. Est-ce qu'ils ont déjà les résultats que vous voulez avoir? Sinon, remerciez-les très gentiment de vous avoir donné ces conseils-là et allez voir des personnes qui ont les résultats que vous voulez avoir parce que c'est là où vous pourrez développer ce que vous voulez. Ouais, donc vraiment important aussi d'aller s'inspirer de ce qui se fait et d'aller se nourrir des expériences, d'autres expériences, sans copier bien évidemment, mais d'aller d'aller regarder et de, oui, je pense, on peut en vivre, c'est clair. Après, mais c'est comme dans toute entreprise, dans l'entrepreneuriat de manière générale, je pense qu'il faut mettre en place les bonnes actions et effectivement se faire accompagner si on n'y arrive pas tout seul pour avoir cet œil extérieur aussi qui va nous permettre d'aller plus loin et de creuser certains points. Donc, important. C'est toujours pareil, enfin, si tu veux courir un marathon, ça ne deviendrait pas à l'idée de demander à tonton Jackie qui a jamais fait 1 kilomètre de course de t'aider. Ouais, Et pourtant, dans le cheval, c'est ce qui se passe. C'est que j'ai oui. des personnes qui viennent me voir en me disant oui, mais X qui gère un centre équestre et qui gagne pas sa vie, il m'a dit ça. Bah oui, mais c'est un peu le biais, c'est un biais, hein, ce truc, je sais plus comment il s'appelle parce que je connais pas tous les biais, mais tu sais, cette espèce de filtre où si tu n'es en contact qu'avec des gens dans des centres équestres qui te dit bah le centre équestre, gérer un centre équestre, c'est pas rentable, on bosse trop, on gagne pas sa vie. Mais si t'as que ces exemples-là, tu finis par dire bah oui, bah il a raison. Alors que non, finalement, faut aller voir l'autre fenêtre, faut aller voir à côté et peut-être s'élargir et voir qu'il y a d'autres contre-exemples en fait. Exactement, exactement. Oui, et tu as tout à fait raison. Ça commence par le fait de voir qu'il y en a pour qui ça fonctionne. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait quelques interviews là sur la chaîne de DDE, qu'on partage aussi les success stories des membres qu'on a accompagnés, parce que ça permet en fait de montrer au monde que si c'est possible. C'est Et à partir possible. du moment où c'est possible pour une personne, voire même, enfin, je sais plus je sais plus quel athlète c'était le cas, tu sais, où en fait il y avait un palier sur le sprint justement où personne n'arrivait à passer en dessous d'un certain temps. Ok. Et en fait, il y a un athlète qui a dit, enfin, moi, je vais le défoncer ce record. C'est peut-être Usain Bolt, non? Je sais pas. Ouais, je sais plus. Mais en tout cas, enfin, et donc ça faisait des années que tout le monde stagnait à ce niveau-là. Et en fait, à partir du moment où le gars, il a dépassé ce record, Ouais. les records, enfin, il y en a eu à la pelle derrière. Ah oui, oui, c'est ça. Et ça montre ce truc psychologique-là de croire que parce que tu as la sensation de pas le voir, c'est pas possible. Mais en fait, c'est faux. À partir du moment où tu y crois, et on en revient au côté du mindset, c'est sûr et certain que ça peut se faire. Alors, ça va pas se faire peut-être facilement, ça va pas se faire d'une façon classique, ça va pas se faire enfin, sans te poser des questions et en copiant les modèles des autres pour qui ça a pas fonctionné. Mais c'est sûr et certain que si tu y crois, il y a une porte. Et tu sais pas quand, tu sais pas comment, mais à un moment donné, ça va passer. Ouais, et puis on parle pas tous de devenir millionnaire, parce qu'effectivement, en vivre, chacun a son propre critère de j'en vis. Donc, il faut aussi remettre ça. On se dit pas qu'on va tous gagner 1 million. Peut-être que il faut remettre ça dans le contexte de combien il nous faut pour vivre sereinement, nous faire plaisir et être OK. Et donc, ça, effectivement, je pense que c'est faisable. Donc, super, merci pour tous ces partages. Et pareil, bah, pour finir, j'aime bien finir sur un truc un peu plus perso parce qu'on est tous du coup des passionnés de chevaux, que ce soit moi, mes invités, voilà, nos auditeurs. Est-ce que tu peux nous raconter une histoire, une anecdote en lien avec un cheval, un truc qui t'a marqué ou ta plus belle histoire avec un cheval? Ah, ça me touche. Ça me touche parce que, enfin, très clairement, les chevaux, enfin, pour moi, ça a été des ressources incroyables dans ma vie et très clairement, enfin, si j'avais pas eu les chevaux depuis que j'étais toute petite, je, je pense que en tout cas, j'aurais été très très mal adaptée socialement, à minima et du coup, ouais, enfin, j'ai eu 5 chevaux qui ont été fantastiques dans ma vie. Euh, enfin, j'en ai eu un peu plus quand même. J'en ai eu un peu plus, d'autres qui m'appartenaient pas, mais qui font partie quand même de cette histoire. Mais j'ai de la chance d'en avoir 3 qui sont encore avec moi. Et peut-être que l'histoire, alors, c'est peut-être pas celle qui m'a marqué le plus, mais en tout cas, c'est celle que j'aimerais faire passer aujourd'hui. C'est l'histoire de ma petite ponette Flicka, que j'ai eue quand j'avais 3 ans.
et où, comme tous les vieux chevaux, on dit qu'ils sont maigres. Donc Flicka, je l'ai eu quand j'avais 3 ans, elle avait 20 ans à peu près et donc je crois que c'est vers ses 34 ans. Elle était vraiment super moche, très maigre, pas belle, elle avait des poux et tout ça plus ou moins régulièrement, enfin vraiment pas jolie. Pourtant on l'a complémentée, on lui donnait du granulé et du foin. Jusqu'au jour où en fait elle a des choses qui sont sorties par le nez et par la bouche. On l'a amenée en clinique et elle pouvait plus s'alimenter. Enfin, bref, il y avait un souci, quoi. Et donc, une des vétos me dit: «On la pique». Moi, j'ai dit: «Hors de question, elle est sur ses pieds, donc on la pique pas». Non. Et puis en fait, on s'est rendu compte quelques semaines après que, les dentistes qu'on avait fait venir avaient pas voulu regarder la fond de la les fonds enfin le fond de sa bouche et en fait, elle avait ses dents qui rentraient dans les gencives. Donc, elle avait des abcès de partout, donc ça suintait tout ça à l'intérieur, enfin bref, horrible. Donc on a fait venir une autre véto qui, elle, était très cool. Elle lui a bien limé les dents et cetera et on s'est rendu compte aussi à ce moment-là que finalement, ce qu'on lui donnait à manger, elle ne pouvait pas l'assimiler. Bah oui, Parce que du coup, les fibres longues du foin, elle n'y arrivait pas et le granulé, c'était trop dur, donc elle n'arrivait pas à en manger. d'accord. Donc à partir de ce moment-là, on a changé complètement son alimentation. On lui a donné accès à de l'herbe pour qu'elle puisse, manger de l'herbe. Elle a eu des pâtés aussi matin et soir qui étaient vraiment adaptés avec des fibres courtes et cetera. Et en fait, enfin, elle a été vraiment extrêmement belle jusqu'à, elle est décédée l'année dernière, jusqu'à ses 46 ans. Ouais, à trotter, à galoper et cetera et vraiment, enfin, elle était enfin, ronde quoi, très belle et hem et donc c'est aussi ce message-là que j'aimerais faire passer, c'est que, déjà ce message de résilience parce qu'elle est incroyable comme petite ponette et puis ce côté de les vieux chevaux, en fait, ne sont pas maigres. Ils sont maigres parce qu'ils ont plus accès à ce qu'ils ont besoin ou autre. Mais un cheval vieux qui n'a pas de problématiques spécifiques, vraiment, de grosses maladies ne devrait pas être maigre. Ouais, il a pas à être maigre, effectivement. Et il y a autre chose souvent, mais c'est bien que vous ayez réussi à trouver ce truc-là. Et puis 46 ans, enfin, je pense que c'est presque un record. Bon, après, c'était un poney. Évidemment que les poneys, on sait que c'est résistant à mort, mais c'est super. C'est une belle histoire, en tout cas, de résilience, ouais, comme tu dis. Et puis de ce côté, vous avez cherché, vous vous êtes pas résolu à l'endormir parce qu'elle était déjà âgée et que c'était la solution de facilité. Vous avez cherché donc c'est top, bravo, belle histoire. Bah, en tout cas, merci de nous avoir partagé tout ça. Effectivement, je pense qu'on aurait pu parler encore des heures parce que ces histoires de mindset, de croyances, etc., je pense que c'est tellement riche, tellement important qu'on aurait pu durer encore longtemps. Mais en tout cas, tu nous as partagé vachement de pépites, de choses qu'on peut mettre en place, nous, qu'on peut vraiment tout de suite actionner. Et c'est aussi le but de ce podcast. Donc, merci à toi pour ton partage. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Merci d'abord, Priscilla, aussi pour ton invitation. Ça me fait très plaisir d'être là. Et puis pour me retrouver, alors principalement sur Instagram, développement-durable-équestre, c'est les tirés du 8. Pareil sur Facebook, on a une chaîne YouTube. Si besoin, vous pouvez tout à fait nous envoyer un mail à amandine@développement-durable-équestre.com. Et puis sinon, ouais, on est pas mal dispo. On a même un site internet au besoin. Donc voilà pour ça. En principe, les messages arrivent. S'ils n'arrivent pas, n'hésitez pas à nous relancer. Voilà, on s'occupe de tout. Ça marche. Et ben écoute, en tout cas, on mettra toutes les adresses et toutes les infos dans la description de l'épisode. Merci à toi encore pour ton passage dans ce podcast. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci, à bientôt Priscilla. Si cet épisode t'a plu, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Et surtout, si tu as 1 minute, laisse un avis et une note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et de le faire connaître. Merci encore de ton écoute et de ton soutien. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.